Dans ce deuxième épisode de Tectonique, danser, mourir, recommencer, on va plonger en fait dans la médiatisation de ce milieu, qui a été une médiatisation hyper soudaine. Moi, je me souviens d'une époque où d'un seul coup, on a vu des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui dansaient comme si le monde autour d'eux n'existait pas. Et je pense qu'il y a eu un choc visuel à les voir débarquer dans la rue. C'est ça qui fait qu'on les remarque, qu'on voit qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une énergie qui est bien particulière à ce qu'ils font. Il y a un truc qui est hyper important à remettre en perspective, c'est que la tectonique naît au Métropolis à une époque où les réseaux sociaux n'existent pas. Elle voit le jour pour le grand public au moment où les réseaux sociaux naissent. Donc du coup, la naissance de YouTube, la naissance des skyblogs, etc. Et d'un seul coup, en fait, ça les fait faire un bond. Ils ont là un outil sans le savoir, parce que eux, en fait, quand ils investissent les réseaux sociaux, c'est pour eux. C'est-à-dire, tiens, je vais montrer comment je danse, je vais montrer à des gens qui ont la même passion que moi. Et en fait, d'un seul coup, le virus tectonique passe à des centaines et des centaines et des centaines de jeunes, ce qui amène les médias et qui permet de populariser le mouvement d'une manière auquel personne ne s'attendait, y compris les fondateurs et les danseurs. Une nouvelle mode chez les jeunes, la tectonique, cette danse très spectaculaire, a vu le jour dans une boîte de nuit à Rungis. Elle s'est propagée grâce à Internet. Les jeunes filment leurs performances pour les diffuser sur la toile. À Paris, les adeptes ont rendez-vous au Halles et au Trocadéro. En fait, il y avait un forum à l'époque qui s'appelait Caramel. Alexandre Barouzdine, cofondateur avec Cyril Blanc des soirées tectoniques. Et Caramel permet à des amis de se regrouper et de créer une team. Alors nous, on va parler de team pour tout simplement permettre aux gens de se réunir, de s'entraider, parce qu'il y avait beaucoup aussi un côté d'entraide, et derrière de s'entraîner par rapport à la danse et pourquoi pas après faire des battles entre teams. La Défense, Montparnasse, les Halles, ces danseurs du samedi après-midi ont envahi certains espaces urbains. Les skyblogs ont permis la sortie physique des danseurs dans la rue. Kali, danseur tectonique. Par l'intermédiaire d'un skyblog qui s'appelait Danse Génération, qui était tenu par quelqu'un qui... Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas te donner leur nom, tellement qu'on se parlait par des pseudonymes. Qui était tenu par quelqu'un qui s'appelait Ristourne, qui était un vidéaste amateur, qui prenait des danseurs des clubs et qui les faisait danser dans la rue dans un cadre, de vidéo, et qui est promotionné en tant que danseur de renom ou danseur qui avait quelque chose de nouveau. Et lui, il a créé ce qu'on appelle les après-midi dans Génération, à Châtelet-les-Halles, où il invitait tout le monde à venir danser le samedi après-midi, l'électro dans la rue. Donc en fait, il faisait découvrir déjà ça dans la rue à des gens ou à un public qui ne connaissaient rien du tout. Je pense que la tectonique est une tribu parce qu'on croise quelqu'un dans la rue, on repère tout de suite, oui, lui, je pense qu'il danse. C'est un mouvement qui colle à notre génération parce que simplement les mouvements qui existaient avant, tels que les hippies, c'est sorti dans les années 70, les gothiques, ça a été un petit peu après, dans les années 80. Tout ce qui était un mouvement vraiment jeune, en vogue, etc., il n'y en avait plus vraiment qui existait pour nous, quoi. Donc c'est vrai que c'est venu se coller au bon moment, quoi. Les premières vidéos qui ont été partagées sur YouTube, c'était vraiment une vidéo qui était faite pour être mise sur un skyblog pour une communauté réduite. Mais si tu veux, en fait, YouTube a eu des partages de son côté et Skyblog aussi. Donc en fait, on a explosé sur deux fronts et là, il y a eu vraiment une émergence de la danse à travers les médias. Donc les médias ont repris la vidéo qui a fait le 1er million de vues de JJ. On était en échange sur Skype et puis il a dit ouais, j'ai trouvé des nouvelles phases et il faut que je te montre, et il m'a envoyé la vidéo sur Skype et il me dit vas-y, fais-moi un compte YouTube s'il te plaît et puis pose-le-moi sur YouTube. Et donc je lui ai fait son compte YouTube, je lui ai posé sur YouTube sans savoir. Donc en fait Jérôme, c'est quelqu'un qui danse dans son garage. Il a un t-shirt rouge
un pantalon blanc et puis il danse dans son garage sur une musique hardstyle ou électro, je sais plus, et du coup ça a fait le buzz. Et cette vidéo est passée partout à la télé, et c'est un peu devenu la vidéo de référence de l'explosion de l'électro en France et dans le monde. L'électro tectonique à l'époque. La vidéo de JJ est un déclencheur de tout, puisqu'en fait, la vidéo devient très rapidement virale. Les journalistes s'interrogent sur ce que c'est. C'est parce que ça ressemble à rien d'autre, en fait. C'est pas du hip-hop, c'est pas du gabber, c'est pas de la techno. Ils savent pas trop quoi mettre comme mot derrière. Et ils se rendent compte que ça se passe au Métropolis et c'est une fois par mois et ça s'appelle Tectonique. En fait, du jour au lendemain, Trixie, danseur tectonique. les gens qui étaient à l'extérieur de tout ça, qui ont dans leur vie lambda, qui sont un peu plus âgés forcément, et ben les jeunes, ils avaient les informations, ils voulaient reproduire ces mouvements-là. Il y avait aussi, il faut pas oublier que c'était l'époque des iPods, on avait des trucs dans la poche ultra légers, on avait toutes les musiques qu'on voulait, c'était rapide. Et... Filmer, c'est le rôle d'Arnaud. Il a toujours sa caméra au point. Ce soir, ils sont quelques-uns à se retrouver chez lui pour visionner son tournage. Alors, t'as pris quelques prises de cet après? Alors du coup, tu as accès, tu tapes un nom, bah forcément, tu tapes Tectonique, directement, ça ressort. Et là, il y a plein de gens qui commencent à mettre des vidéos, des mecs qui nous filment dans les soirées, parce que faut pas, voilà, on était des vrais petits stars. À l'époque, les gens, ils venaient au Métropolis pour venir nous voir, pour signer des autographes avec nous. Alors moi, j'ai eu une vidéo ouf. Ces vidéos, Arnaud les met ensuite sur Internet. Le but de ces jeunes, attirer un maximum d'internautes. Arnaud a même réalisé un court-métrage avec un vrai scénario. L'histoire, c'est un fluide qui se balade en fait. Ce fluide va rentrer donc dans le danseur et va lui donner une sorte de force, enfin lui donner la danse en fait électro et le faire partir dans un délire. Alors cette médiatisation, elle apporte en fait à Tectonique simplement la possibilité de sortir de son territoire et de sa zone de confort qui était le Métropolis pour aller justement au-delà de notre petit département, on va dire, du 94. Et là, je fais exprès de te dire que on sort du département, qui pour nous est déjà incroyable. Parce qu'aller faire des soirées tectoniques en Normandie, ou à Rouen, ou au Macumba, à Saint-Julien en Genevois, enfin, pour nous, t'imagines, en tant qu'organisateur, tu passes de 1 soirée à 2 soirées par mois, à 3 soirées par mois, à 4 soirées par mois. Enfin, c'est une folie totale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les week-ends, tu fais une soirée tectonique. Et on se retrouve à faire effectivement le tour de toutes les plus grosses discothèques de toute la France. De fil en aiguille, là, il y a eu de plus en plus de monde qui a connu, vu qu'il y avait des personnes qui venaient de Lille, de Lyon, ceci, cela. Moi, j'étais déjà bien emplantée dans le Métropolis. On était devenus très potes, très amis avec ceux qui ont créé la soirée tectonique, donc Cyril et Alex. Mathilda, danseuse tectonique. Et ils sont venus nous approcher, nous disent bon là, en fait ça fait tellement un boom médiatique et tellement tout le monde en parle, et ça commence à être vraiment connu partout en France que là, je crois qu'on va monter la team officielle. On se dit mais attends, pourquoi on ferait pas nous aussi une team de danseurs avec justement qui serait le visage de Tectonique, parce que c'est ni Cyril ni moi qui allions nous y coller. Nous on représente rien, donc il était hors de question que ce soit nous qui soyons mis en avant, et on s'est dit prenons avec nous des jeunes, donnons-leur leur chance de faire autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui, et proposons justement aux gens un visage, des visages, une équipe, justement ce côté fraternel qu'ils ont su créer et qui allait pouvoir justement nous suivre dans cette aventure. Cyril cherche justement comment appeler ces représentants officiels. Il y avait tout un cérémonial derrière parce qu'il fallait vraiment que ce soit eux, le noyau dur officiel de l'événement. Et on se dit, on cherche dans tous les sens. Et Cyril, il me dit, et qu'est-ce que t'en penses des ecclésiastes ? C'est-à-dire des gens qui sont là vraiment pour porter la bonne parole, entre guillemets. Il y avait ce côté, regardez-nous, on est la version officielle de tout. Vous êtes tous les bienvenus, mais en tout cas,
Il fallait des visages, et donc c'était Ecclésiaste qui le représentait. Alors je passe du clubbeur passion qui travaille à l'usine, en apprentissage, qui claque tout. Alors qui claque tout, hein. C'est-à-dire que 7 mois avant de passer mon BEP, je me barre. Je dis à mes parents, écoute, ça sert à rien. Enfin voilà, j'ai une chance. Les paillettes ou la poussière. Et voilà, il y avait tellement de demandes, ça avait tellement pris d'ampleur que je pouvais même pas faire demi-tour. Comment ça se passe ? C'est grandissime. C'est grandissime. On kiffe, on est partout. On voit le showbiz. On voit les coulisses de tout le showbiz. On partait en booking. En booking avec DJ Death ou RVB et on était donc il y avait une partie de la team par exemple qui était à Auxerre, l'autre qui était en Espagne ou on danse donc il y a je sais pas, on fait peut-être 3 passages ou ça dépend du booking et voilà, on danse pendant à peu près 15 minutes sur une scène où la plupart du temps on avait des scènes, c'était incroyable. Les filles elles sont hystériques, je regarde mes potes, moi je suis morte de rire parce que les filles elles sont complètement folles. On aurait dit que c'était Brad Pitt, mais une hystérie. Mais moi je comprenais pas trop parce que j'ai jamais aimé me mettre en avant en fait. Moi c'était le kiff et en fait j'avais des gens qui me suivaient à l'époque, les téléphones à clapper, qui m'avaient en fond d'écran quand ils ouvraient leur téléphone, qui me suivaient, qui me demandaient des photos, qui pleuraient. Moi je comprenais pas en fait. Moi j'étais mais ça, je suis pas une star, je comprends pas. Enfin, les gars c'est de la danse, enfin, on est là pour kiffer quoi. Et en fait il y avait déjà des personnes qui étaient complètement dans le truc, qui avaient nos t-shirts, ils étaient même les garçons, hein, William et Fredou, tout ça à l'époque, ils avaient vraiment leurs fans et des fans. Un peu stéro pour certaines. Je pense que les gens ils aiment bien avoir des modèles, ils aiment bien suivre aussi. Enfin ça me faisait kiffer mais en même temps ça me faisait peur un petit peu parce que je comprenais pas que des gens ils me suivent comme ça dans la soirée, ils pleurent. Enfin moi c'est pas mon truc. Il y en avait qui peut-être qui ça pouvait les faire kiffer, voilà la notoriété le truc, mais moi c'était pas ça. On est au Métropolis avec Mouloud Achour et il nous dit vas-y les gars, le week-end prochain je mixe au Maxims, passez me voir. On se pointe avec Vavan, Fredou. À l'époque on n'a pas le permis voiture donc on galère en bus pour aller là-bas. On arrive devant le club avec notre look déjà un peu déjanté et qui est pas du tout branché bobo parisien. On est sur liste, on rentre. La première fois que je vais au Maxims. Alors là mec, je comprends rien du tout ce qui se passe encore une fois, je suis là. Enfin, rien à voir de ce que j'imaginais, tu sais pas sur quoi tu tombes, c'est un musée le truc, donc c'est magnifique, avec plein d'escaliers partout. Bref, la soirée se passe, on est là, on s'amuse, on boit des verres, on danse. Et à un moment donné, on se retrouve aux toilettes avec Vavan et le reste de la team. Et il y a Vavan qui gratte une clope à un mec, et il s'avère que ce mec-là, en étant curieux, s'interroge, il dit ouais les gars, c'est quoi ce look de ouf, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes habillés comme ça, etc. Donc on lui explique qu'on est danseur tectonique, qu'on vient en invité par Mouloud Achour. Le mec kiffe direct, il me dit putain mais c'est trop drôle parce que je dois monter le clip de Yel à cause des garçons avec la version remix de Tepr et du coup il me faut des danseurs. Je dis ouais vas-y, carrément, on s'échange de numéros. Quelques semaines plus tard, on se donne rendez-vous à Paris, on part en voiture, on atterrit dans une zone industrielle de Aulnay-sous-Bois. Alors, un truc ultra dégueulasse. En fait, là-bas, il y avait les grosses lettres énormes qu'il y avait dans le clip original de Yel à cause des garçons. Et du coup, on s'est retrouvé à sortir les lettres d'un hangar. On les a mis dans une allée. Le truc le plus pouilleux, le plus industriel que tu puisses avoir. Et c'est ça d'ailleurs qui fait tout le charme du clip. C'est qu'on est sur un truc, on sait pas où on est, on sait pas trop, c'est simple. Dis-toi à l'époque, le mec nous propose 50 balles, on lui dit ok carrément, on est tout excité de se dire qu'on va tourner un clip. C'est le deuxième clip qu'on tourne avec les gars. Alors il y avait Vavan et Fredou avec moi. Moi je suis celui qui tient le Y et ça a été une journée de ouf. On a fait plein de plans. J'avais donné l'idée de faire aussi un plan dans le semi-remorque d'un camion. Voilà, à l'arrière, donc un plan phare du clip, et c'était un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce qu'on savait pas qu'on était à la naissance d'un clip qui allait exploser, qui allait se retrouver sur MTV, sur MCM, que les mecs allaient se battre et qu'en arrivant ils allaient nous dérouler le tapis parce qu'on est arrivé les mecs chez MCM et chez MTV quelques semaines plus tard quand le clip est sorti, et c'était un truc de ouf. Et là on s'est dit avec les gars qui voilà, il y a un truc extraordinaire qui est en train de se passer, il y a une tournure. On a vu que ça allait partir loin. Tectonic et sa direction artistique, qui est Cyril,
a toujours recherché l'excellence, aussi bien dans les danseurs que dans les visuels, que dans la musique. Et ce qui se passe, c'est que la couleur musicale des albums Tectonic, elle était vraiment propre à Tectonic. Je vais pas dénigrer, et loin de là, mais si tu veux, à un moment donné, on reçoit un titre qui va s'appeler par la suite Mondotech. Sauf que si tu veux, cette musique ne correspond pas du tout à ce qui est dans nos albums Tectonic officiels. Lorsque EMI, la maison de disques, signe Tectonic, Universal est à la traîne. Universal se doit de répondre en urgence avec un contre-produit parce que sinon, ça veut dire qu'ils sont vraiment nuls de chez nuls parce qu'ils n'ont pas vu quelque chose arriver. C'est à la course à la signature lorsqu'on parle de musique. Quelle est la différence entre le clip de Yel et de Mondotech ? Une caricature et l'authenticité du clip de Yel qui était pour moi, comme je t'ai dit, quelque chose de très simple et qu'il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses. Après, le clip de Mondotech était très très sympa et très joli, il était dynamique. Non mais voilà, à l'époque ça a fait vivre le truc, attention, je crache pas dessus, au contraire. Et si tu veux, on reçoit donc Cyril et moi cette musique Mondotech, on l'écoute, elle est super marrante, elle est super drôle, elle est super tout ce que tu veux. On y voyait vraiment un potentiel justement marrant. Mais malheureusement, ça ne rentrait pas dans notre moule et dans notre format de Tectonic. Donc, on la refuse. Universal signe, mais tant mieux. On a besoin de concurrence. Plus on va être nombreux, plus on va fédérer des gens. Donc en fait, on est tous gagnants dans l'histoire. Donc il n'y a pas une histoire de concurrence, il n'y a pas une histoire de guéguerre. C'est simplement qu'à un moment donné, à un moment T, musicalement, le projet Mondotech ne correspond pas à ce que nous faisons dans Tectonic. C'est pour ça que tout simplement, on le retient pas pour être dans la prochaine compile. Ça fait partie d'une des pièces qui a permis à la pyramide de se construire. Il faut savoir que c'est une création. Ils sont inspirés d'une histoire vraie. On arrive quelque part, on est invité sur un plateau de télé, j'ai envie de te dire, on met Mondotech. Et là, nous, on en rigole parce qu'on se dit, mais attendez, c'est une blague. On est en train de vous dire qu'on n'en veut pas parce que ça ne correspond pas à notre vision artistique et vous nous le rabâchez. Comme chaque culture qui naît, comme chaque mouvement qui se crée, tu vois, t'as toujours des gens, des businessmen qui viennent de l'extérieur et qui vont voir leur intérêt là-dedans. Du coup, et leur intérêt, il n'est pas forcément artistique et ils n'ont pas l'âme ni la pensée underground vraiment du phénomène qui est en train de naître. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Guillaume Lascou, 42 ans, ancien cadre chez TF1. La Tectonic a été un passage assez amusant et très enrichissant. En fait, c'est à partir de 2007 où on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de ce phénomène tectonique, des premières vidéos sur YouTube qui explosaient. On avait des clients qui nous en parlaient, des clients, c'était des fabricants de t-shirts, de jeux vidéo qui nous disaient mais vous avez vu ce truc-là ? Donc on s'y est penché, c'était mon travail de regarder un petit peu ce qu'il en était, de voir s'il y avait un potentiel commercial pour une exploitation en licence, de voir si les valeurs correspondaient aussi à ce qu'on pouvait faire nous chez TF1. Et puis à partir de là, en fait, j'ai vu que c'était une marque déposée, que c'était plutôt, il y avait un univers graphique très fort, des codes au niveau de ceux qui s'appropriaient et qui faisaient vivre ce mouvement qui était assez marquant. Et puis donc on a approché les ayants droit de cette marque-là, puisque c'était une marque déposée qui était Alexandre Barouzin et Cyril Blanc, si je ne me trompe pas. Et puis on a fait notre travail de démarchage pour leur donner envie de travailler avec nous et mettre en confiance, parce que quand on est un agent de licence, on n'est pas des ayants droit, on va représenter des marques qui ne sont pas les nôtres pour essayer de trouver des opportunités commerciales de licence qui soient en phase avec la marque et qui la fassent vivre aussi d'une autre façon. Alors c'est pas une vente, puisqu'en fait moi je reste le propriétaire de la marque, c'est simplement que par exemple on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent où est-ce que je pourrais trouver le CD, où est-ce que je pourrais trouver par exemple ces vêtements. Moi, je sais pas faire. Je sais ce qui se passe dans ma soirée d'un point de vue musical et ce genre de choses, mais je sais pas fabriquer un t-shirt. Je ne sais pas gérer des envois dans toute la France. Donc, il y a des gens dont c'est le métier, tels que TF1 Licence,
Et c'est effectivement en plus des coups de cœur. On a besoin de faire rentrer de l'argent pour pouvoir financer des plus gros DJ, parce que aujourd'hui, quand tu regardes dans un festival, faut pas croire, hein, tous les artistes que tu vois, on les paye, et on les paye très cher. Nous, c'est pareil pour Tectonic. Rapidement, en fait, ça a été un peu hors de contrôle, ce qui s'est passé autour de la marque. On voyait bien qu'on était à la fois sur une marque déposée, mais aussi sur un phénomène culturel, que les gens ne savaient pas forcément que c'était une marque déposée. Donc en fait, quand on regardait, on faisait un peu on surveillait ce qui se passait, parce que c'était aussi le rôle d'un agent, c'est de surveiller ce qui se passe autour d'une marque. On voyait bien que des gens développaient des services, organisaient des soirées tectoniques, et en fait, on se voyait bien que ça allait au-delà d'une simple marque. C'était un phénomène que les gens voulaient s'approprier. Et voilà, donc très rapidement, c'est passé hors de contrôle. J'ai cette mentalité, en fait, qui est plus américaine que française. C'est-à-dire que non, je ne vois pas petit, non, je ne vois pas à Paris, Île-de-France. C'est vrai que j'ai toujours cette mentalité de ne pas avoir de limites et de repousser justement les limites. Il n'y avait pas à se mettre de limites pour développer sa marque. Les phénomènes populaires sont source de commerce. Alors, il faut bien noter, c'est que en fait, sur les licences, évidemment, la plupart des produits vont souvent se destiner auprès des enfants. Nous, on a donc développé des produits scolaires. Il y a eu un jeu vidéo qui a été développé sur DS. Donc là, on avait fait venir les danseurs, ils s'étaient fait filmer sur fond vert. Voilà, il y avait quand même un vrai travail parce que les ayants droit avaient vraiment envie de faire quelque chose de qualitatif. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a eu du textile. Il y a eu du linge de lit. Donc des couettes pour les enfants avec Tectonic. Il y a eu plein de gadgets, les produits un peu électroniques, c'est pas des clés USB. Quand on regarde l'histoire en fait de Tectonic, le dépôt de la marque Tectonic avait au départ rien de vraiment commercial. C'était des soirées. Je pense qu'assez rapidement ils ont déposé ce nom Tectonic ou Tectonic Killer. Mais je pense qu'eux-mêmes n'imaginaient pas du tout le succès que ça allait prendre. Je pense que l'idée qu'on pourrait avoir d'un phénomène mercantile de A à Z, c'est pas du tout le cas. C'est avant tout deux mecs qui ont créé des soirées quand même assez extraordinaires, qui sortaient un peu de nulle part, et qui est devenu un phénomène de masse assez rapidement, très furtivement, dont ils ont pu essayer d'en tirer quelques bénéfices, mais il n'y a rien de mal derrière tout ça, je trouve. J'avais un autre exemple, il y avait Watibé aussi à l'époque, qui était un label très fort, assez représentatif d'un mouvement, d'une branche un peu hip-hop de l'époque. On s'était intéressé à ça parce que ça représentait plein de choses que le hip-hop véhiculait, et puis c'était une marque déposée. Et donc clairement, là, on avait un terrain propice à faire de la licence. Il se trouve que ça ne s'est pas fait, mais c'était un autre exemple. On perd en fait toute une partie de notre clientèle qui ne se retrouve plus et qui ne se reconnaît plus dans un mouvement, alors que le mouvement n'a pas changé. Musicalement, ça n'a pas changé, mais c'est simplement que l'image que les médias peuvent donner, c'est... je vais te donner un exemple très concret. On parle d'une clientèle de base qui a 18-19 ans, et tu te retrouves du jour au lendemain avec des petits gamins de 6-7 ans dans une cour d'école qui dansent. Évidemment, toi, en tant que jeune adulte, tu te reconnais pas du tout dans des gamins de 6 ans. Donc tu t'en éloignes, on va dire, parce que t'as pas envie d'être ridiculisé à l'extrême. Voilà pour l'âge d'or de la tectonique. Dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir comment le phénomène a été lynché par l'opinion publique et comment, contre toute attente, il va réussir à échapper à une mort certaine.